artiste, plasticien, etc. C'est pour juste donner une idée de ce que je fais, mais bon, ça c'est plus large que ça quand même. Ça va au-delà, je sais pas, je fais plein d'autres trucs, mais qui sont pas nommables, on va dire. Pas que artiste, ça veut rien dire, être artiste, ça veut dire quoi, je sais pas. C'est un statut, c'est une posture pour moi, donc je suis pas dans la posture, mais bon, il faut bien dire ce qu'on fait un peu. Mais enfin, pour moi, c'est un peu restrictif, je ne sais pas trop. Mais c'est un détail, on peut couper ce truc. Bruno Laonta, artiste plasticien, scénographe, performeur, musicien, rien de tout cela donc, mais tout cela à la fois. Bordelais d'origine, ironique et sarcastique, Bruno Laonta se moque de son parcours pour le plaisir non fin de râler. Designer par erreur de jeunesse, il préférera le vivant. Scénographe dans le spectacle, il revient quand même à la création d'objets pour alimenter son univers de sons et de matière. Avant de mettre en espace, dès le début des années 90, une centaine de créations mêlant le théâtre, la danse, la musique contemporaine, des performances et des spectacles pour enfants, en collaborant avec de nombreux metteurs en scène, le scénographe s'est amusé en famille. Notamment en montant une association, encore une erreur de jeunesse qu'il va dissoudre plus tard pour se défaire de toute contrainte. C'est la Fondation Rafi. La Fondation Rafi, on a trouvé cet outil avec mon frère Thierry, on a décidé un jour de déconner ensemble, chose qu'on faisait depuis l'enfance, on jouait pas mal. Puis on avait envie de déconner et de montrer nos déconnades, donc il a fallu créer une forme d'association pour faire des expos, pour faire des performances, tout un tas de trucs très très différents. On a travaillé sur un cabinet de curiosité qui s'appelait Monstre, une sorte de freak show assez drôle en fait. On avait inventé par exemple des cailloux poilus. Alors, mais on avait dit qu'on trouvait ça dans la nature, enfin c'était fréquent. Donc il y avait une carte de l'Europe ou de France, je sais plus, avec des localisations et des gens qui avaient découvert ce type de cailloux. Ça marchait très très bien auprès des visiteurs qui étaient persuadés que ça existait. Et alors ce qui était assez drôle, c'est qu'à la sortie de l'expo, on en vendait. Donc on avait ramassé tout un tas de cailloux, on avait collé des cheveux qu'on avait coupés à nos enfants, ou trouvé des bouts de perruques. On avait collé ça sur les cailloux et on vendait ça, mais que dalle quoi. Enfin, il y avait un petit kit d'entretien aussi, il y avait un micro-peigne et puis je sais pas trop, une crème ou je ne sais quelle saloperie à mettre dessus. Mais bon, ça avait bien marché ça, les cailloux poilus. Et il y avait dans l'expo, s'il y avait un truc, toujours dans le minéral, on avait trouvé une pierre, une grosse pierre qu'on avait attachée sur un socle avec des câbles très tendus, avec des... Voilà, puis on avait dit que cette pierre, en fait, ça s'appelait un lithopode. Et le lithopode donc, se déplaçait. On avait remarqué dans certaines régions, plutôt dans les déserts, je crois, dans les milieux un peu secs, il y avait des déplacements de pierres comme ça. Il y avait des tracés qu'on avait peut-être dessinés, des tracés comme ça. Et en tout cas, on s'était aperçu que ce caillou, il n'avançait pas, mais il reculait. Voilà, c'était un peu le principe du truc. Il était dans le recul, et pas dans l'avancement classique. Voilà, donc il y avait tout un tas de trucs assez drôles aussi. On exposait le soutien-gorge d'une dame qui avait vécu dans les années 30. Je ne me rappelle plus de son prénom, ni de son nom de famille. Donc c'était une femme qui avait 3 seins, en fait. C'est vrai. 3 seins, donc on avait reconstitué un soutien-gorge. Voilà. On avait exposé, et cette fille était la maîtresse de Laurel et Hardy. Et donc elle était connue, on a exposé sa photo. Et ce qui était assez drôle, c'est quand on préparait l'expo à l'atelier, on avait eu des visites, parce qu'il y a toujours un travail avec les scolaires, avec les instits qui viennent voir un peu le travail des artistes. Donc il y avait 2 instits qui sont venus comme ça, découvrir notre expo en train de se préparer.
Il y avait des retours assez étonnants parce que le lithopode dont je parlais, les deux filles étaient convaincues que ça existait. Et par contre, la femme à 3 seins, c'était impossible. Alors que c'était vrai. Enfin, on l'avait trouvé dans une revue, dans le Crapouillot, sur les freaks. Donc, c'est assez drôle. L'idée de pas croire des choses et d'en croire d'autres. La chance d'exposer dans un endroit qui s'y prêtait plutôt pas mal, c'était à Senon, dans un château. Du coup, la scénographie, ça marchait bien, c'était des petites pièces, des recoins un peu obscurs, etc. Enfin, voilà, entre autres, Fondation Rafi. Après, on a fait d'autres trucs, aussi beaucoup de fake. On avait travaillé sur les origines du vivant, du monde vivant. Donc ça partait d'un jus vert, en fait. Donc ce jus, ce liquide vert, on le retrouvait partout. Dans toutes les œuvres, ça coulait. Alors ça se passait à l'Artichaut, c'est un lieu qui s'appelait l'Artichaut. Donc évidemment, c'était un peu con, mais on avait fait sécher des artichauts, donc ça avait pris plus de 2 mois, je pense. On avait travaillé l'objet pour que ça ressemble à une grenade, pour pouvoir la dégoupiller. Il y avait une goupille avec une manette. C'était une espèce de parodie d'art contemporain, un alignement d'objets, une série. Mais bon, ça marchait bien, esthétiquement, c'était pas mal. On avait peint tout ça en kaki. Et à un moment donné, on s'est aperçu que dans la galerie, il y avait des centaines de moucherons qui avaient investi le lieu. Alors ça tombait bien, parce qu'on était vraiment raccord avec les origines de la vie. Ils étaient nés des artichauts, de l'intérieur, malgré les couches de peinture. Donc la vie était apparue de ces armes de guerre. Voilà. Bruno et son frère Thierry, ouvrez les guillemets, artiste, fermez les guillemets, lui aussi, avec la fondation Rafi, s'amusent encore, mais avec des gens plus sérieux. Sous l'estampille de plasticiens, ils répondent à des projets pour des musées, ils jonglent avec la photographie et le cinéma, sans oublier leur groupe improbable, Alcatraz. Mais d'où vient cette complicité entre frères ? Quand on était gamin, on se tapait dessus, voilà. Donc ça s'est réglé après. Parce que mes frères avaient un groupe de rock dans une chambre, c'était chez mes parents. On avait je sais pas quel âge, 12, 15 ans, voilà, ados. Eux, ils avaient une grande chambre, donc ils avaient leur groupe de rock avec un batteur, avec etc., des amplis. Et moi, j'avais mon groupe aussi dans ma chambre, qui était plus petite. Voilà, donc il y avait une grosse battle. Et puis comme on répétait les mêmes jours, évidemment, au même moment, aux mêmes horaires. Donc des fois, ça partait en vrille un peu. Mais à la fin, ça se réunissait quand même de manière assez drôle avec tous les musiciens. Enfin, il n'y avait aucun vrai musicien qui venait, à part mon autre frère qui est devenu musicien professionnel. Il n'y avait que des amateurs et des mecs qui avaient envie de déconner. Il n'y avait pas d'intégristes. Les répés se terminaient par ce qu'on appelait les cacas. Donc tout le monde se réunissait dans la plus grande chambre. Et là, on faisait de la musique improvisée. Donc ça partait, ça ressemblait à du Sun-Ra aujourd'hui, on fait de la musique du free jazz, la musique concrète, voilà, musique indus, ça partait dans tous les sens, mais on savait pas ce qu'on faisait, on avait juste envie de rire, la musique nous faisait marrer. C'était un peu le principe. Il fallait rire, faire rire les autres, et puis, mais tout en faisant du son. Pas en parlant, les discours ne nous intéressaient pas. Et après, à une époque aussi, alors là, c'était aussi les cacas, on enregistrait des morceaux, on improvisait tout le temps, on répétait jamais, parce que voilà, on créait des trucs, on écrivait, enfin même pas écrit, on disait 2-3 phrases, et puis on enregistrait avec un magnéto-cassette, avec une allumette coincée pour que la rec puisse rester enfoncé. On faisait des petits morceaux comme ça. Le soir, le week-end, on partait en Dernos dans une boîte de nuit qui s'appelait le Neptune et on donnait la cassette au DJ qui passait la cassette. Et il faut savoir que c'était complètement dingue parce que c'était des boîtes de nuit un peu de mangane, entre guillemets. Il y a quelques babas, quelques proto-punks qui étaient là, mais c'était une clientèle, beaucoup d'ostréiculteurs, etc. Donc le mec interrompait la session et il passait nos trucs et il y a des gens qui continuaient à danser sur nos musiques qui étaient enregistrées, mais c'était tout pourri. Enfin, il n'y avait aucun travail de son ni rien.
Mais c'était des moments super drôles, ça, vraiment. Alcatraz, c'était l'époque de la chambre des frangins où on faisait, ça a commencé un peu comme ça. Et après, on faisait des concerts. On avait un manager, alors ça c'est quand même un truc, ça m'a toujours sidéré. Il y avait un mec qui nous avait pris un peu sous son aile, il s'appelait André Lombardo, enfin il est toujours vivant. C'était un manager, alors une musique un peu underground, hein. Il programmait des concerts de new wave, de musique indus. C'était quand même, il était assez pointu dans sa programmation et il nous avait proposé de faire des concerts. On avait dit oui, mais la seule condition, on a dit nous on répète pas et on fait ce qu'on veut, on fait n'importe quoi en fait. C'était pas de problème en fait. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc le problème c'est que les concerts des fois ils duraient 2 minutes. Donc j'ai eu le souvenir de m'être barré en plein concert parce que ça me plaisait pas ce qui se passait sur scène ou de rester voilà jusqu'au bout. Mais souvent ouais, on est parti avant la fin quoi. Parce que ça suffisait. Le temps, le concert devait durer 7 minutes, voilà, c'était parfait. Et donc on a pas mal joué au Jimmy. Et là j'avais un ami, alors ça c'était assez drôle quand même. Je crois qu'aujourd'hui ça pourrait pas exister, ni même être imaginé aujourd'hui. Donc on jouait avec Alcatraz sur scène, c'est une musique un peu new wave, très cold, très froid, avec une rythmique un peu bancale, boîte à rythme qu'on n'arrivait pas à arrêter en général. Le mec qui avait été chargé, il savait pas l'arrêter, et ni son synthé, il savait pas comment arrêter les sons. Donc ça continuait sur le morceau d'après, c'était pas grave. Et je m'aperçois dans le public, je vois un pote à moi qui était là et qui jouait de la basse. Alors moi aussi je jouais de la basse. Je lui dis viens sur scène. Donc je lui file ma basse et puis moi je prends une baguette qui traînait et puis je tape sur les cordes de la basse parce que lui il commençait à faire un coma éthylique mais debout. Alors ça c'était très étrange parce qu'il était appuyé contre le mur du fond et il se tenait, il avait comme un tripode de 3 pieds, donc le mur du fond qui le tenait et ses 2 pieds qui le tenaient très calé au mur. Et je le voyais en train de comater, d'avoir un petit filet de bave en direct. Et puis je voyais que là il était, il était parti. Il était parti. Alors j'ai fait un signe aux autres musiciens, on le laisse tout seul sur scène. Et nous on s'en va, on va le regarder tout seul comme ça en train de baver avec la basse un peu saturée qui jouait tout seul en fait. Voilà, et donc ça c'était assez rigolo comme. Qui veut danser la mille-monde? Ce qui a existé, c'est les clubs Alcatraz. Alors ça, c'était des réunions, de musique improvisée. L'idée, c'était de projeter en vidéo un chef d'orchestre, quelqu'un qui dirige un groupe imaginaire, enfin un orchestre imaginaire, qui fasse caméra, le chef d'orchestre, et donc on projette ça. Et après, il y a plusieurs musiciens qui sont sur le plateau et qui regardent le chef et qui jouent des choses en fonction des injonctions du chef, des mouvements, etc. Voilà, donc ça peut être complètement raté, comme ça peut être assez drôle par moment, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas d'autre intention que de s'amuser ou de s'emmerder vraiment en le faisant, parce que des fois ça peut être très pénible. Enfin, on l'a pas fait souvent, mais je sais pas, on s'en fout complètement en fait. Les réactions du public, c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de s'amuser. Nous, on n'a jamais pensé au public une seule fois. Même quand on faisait de la musique en groupe avec Alcatraz, c'était pas du tout l'idée. L'idée, c'était de se marrer, nous, mais c'est pas le public ne connaît pas. C'était pas le propos. Mais j'ai des souvenirs d'avoir joué dans un festival. C'était à la salle du Grand Parc à l'époque où jouait
Alan Vega, les Ramones, etc. On avait été programmés il y avait plusieurs groupes, Position, c'était le groupe New Wave, Eyeless in Gaza, enfin je sais plus. Et là, je me souviens d'un concert qu'on avait fait, et il y avait un silence de mort dans le public. Pas un bruit, ce qui est assez rare dans une salle de rock, où en général c'est des sifflets, des hurlements, enfin des trucs qu'on s'appelait pas. Mais là, c'était le silence total. Parce que ce qui se passait sur scène, bon, il y avait on avait amené un arbre sur scène, un petit arbre. Il y avait deux potes qui faisaient des chœurs. Enfin, c'était pas des chœurs, c'était une chorégraphie, on va dire. Et ils coupaient l'arbre avec des serpes. Il fallait couper l'arbre en tout petits morceaux. Et pendant que nous, derrière, on jouait, on faisait des sons. J'ai connu un peu le monde du salariat, mais ça a été très bref. Je travaillais au journal Sud-Ouest, au service informatique, de nuit. Et là, c'était quand même assez drôle. Hein. Il y avait un rythme très particulier dans cette boîte. Moi, je connaissais que la fin d'après-midi et le soir, enfin, on finissait à minuit, je crois, je sais plus. Beaucoup d'apéros. Les mecs, dans leur casier, ils avaient du whisky. C'était le petit whisky du soir, le rituel. Voilà, c'était ce que j'ai fait le plus longtemps, en fait. Ça a duré 1 an, le truc. Scénographe, je sais pas ce que ça veut dire, un métier, quoi. C'est quoi? C'est travailler, se lever tous les jours, à la même heure, aller bosser? Non, ça, j'ai jamais fait. C'était... Là, je me souviens, c'était en 92, j'ai commencé comme... C'est un mec qui m'avait branché dans un bar, il m'avait demandé si ça m'intéresserait, enfin j'avais discuté un peu avec lui. C'était un éclairagiste, il travaillait pour le théâtre, et il m'avait dit si ça m'intéressait de faire de la scéno. Voilà. Il connaissait 2 actrices, enfin 2 metteurs en scène qui cherchaient un scénographe pour un truc. Je lui ai dit pourquoi pas, moi, je vais voir ce que c'est. Je connaissais rien en théâtre, ça m'intéressait moyennement le milieu du théâtre, mais je dis pourquoi pas, allons voir. Voilà, mais ça a démarré comme ça. Alors il y avait un postulat à la base, quand j'ai rencontré ces 2 metteuses en scène, là, donc il n'y en a pas de fric, il faut que ça soit monté en 10 minutes et le décor démonté en 5 minutes. Voilà, on n'a rien, on n'a pas une thune. J'ai dit ça m'intéresse. Et donc j'ai fait quelque chose, j'ai eu une proposition. C'était fait de manière extrêmement... avec beaucoup de fraîcheur, parce que je connaissais pas du tout le truc, ni les codes, ni les trucs. Donc les gens qui ont vu ce spectacle, qui était une pièce de Nathalie Sarraute, qui s'appelait « Pour un oui, pour un non », et quand ils ont vu le truc que j'avais fait, ils étaient un peu sidérés, quoi, que ça fonctionne aussi bien avec 3 fois rien. Ils connaissaient pas, ils avaient vécu dans des décors partout, des murs, des fenêtres. Donc j'avais dégagé tout ça, c'était que des tiges blanches qui s'éclairaient à un certain moment en fonction de la dramaturgie du truc. Et à partir de ça, j'ai travaillé avec un metteur en scène qui avait vu le spectacle, qui m'a engagé jusqu'à la fin de sa vie. Et j'ai travaillé avec lui. Il s'appelait Tibergen. Bon, c'était un mec qui était sur la place, quoi, du théâtre, avec une manière de faire, voilà, qui était la sienne. Mais bon, c'était très open. On pouvait faire... on avait une grande liberté d'inventer des espaces, de proposer des obstacles aux comédiens, faire mettre des contraintes de jeu sur une scène. Ce que j'ai pas mal fait, parce que j'aimais bien mettre les acteurs, notamment lui, parce qu'il jouait pas mal dans ses spectacles, se mettait en scène, et donc le mettre en difficulté, le suspendre, l'enfermer dans des tubes en plastique, le faire jouer sous des tissus élastiques, par exemple, avoir que le crâne, enfin bon, mettre dans des situations un peu étranges, dans l'eau, etc., sur des balançoires. Donc ça, j'aimais bien, il se prêtait au jeu. Voilà, donc ça a duré, et puis après, j'ai travaillé avec d'autres metteurs en scène, mais j'avais un gros problème avec le théâtre, c'est les textes. Je trouvais que c'était très pénible. Surtout d'assister à toutes les répétitions, etc. Mais en général, le choix des textes, ça n'allait pas. Puis il y a une posture d'acteur aussi, de théâtre, qui ne me plaisait pas, mais j'arrivais à m'amuser quand même
en collaborant, parce que j'avais quand même des amis avec qui je travaillais sur le plateau. C'était un peu la même troupe, un petit réseau comme ça, avec des gens avec qui je m'entendais bien. Notamment avec un ingé son, avec qui on inventait des trucs, on a pas mal inventé au niveau des sources sonores, dans les manières de placer le son sur scène, comment ça se déplace, comment... Voilà, puis après ça m'a fatigué, de faire toujours le même spectacle. J'avais l'impression d'être travaillé à la sécu et de faire le même spectacle, d'être dans une routine, ça ne bougeait pas, ça n'avançait pas pour moi. Donc j'avais pris notre biais, on faisait des choses à côté, je fais beaucoup de musique aussi à côté avec d'autres gens. Ça permettait de respirer un peu et d'aller inventer des trucs. Voilà. Bruno Laonta, le non-artiste râleur, n'ayant jamais quitté son univers pluridisciplinaire, quel qu'en soit le support, et tout en préparant actuellement le scénario d'un western contemporain, poursuit son chemin. La porte du théâtre s'est refermée avec la mort de Gilbert Tiberghien, acteur et metteur en scène de la compagnie qui porte son nom. Bruno Laonta continue sa route en montant des projets avec musée, hôpital ou autres chefs étoilés. Il mêle matière, lumière et son, aujourd'hui pour une nouvelle exposition. Une expo, une expo que je suis en train de préparer. Voilà, ça fait un petit moment que je travaille sur des objets. Alors j'ai appelé ça crypto-acoustique parce que j'avais envie de travailler sur de faire entendre à des gens des sons, d'aller choper, faire comme ça des micro-enregistrements sur par exemple du plancton, des bactéries, des choses comme ça qui sont des objets microscopiques et de les faire résonner de manière très audible pour l'oreille humaine. Et voilà, j'étais parti de cette idée-là. Pourquoi ne pas écouter? Parce que ça sonne, enfin tout ça produit du son évidemment, parce que ça bouge, ça. Et j'étais parti aussi d'un enregistrement là que j'avais écouté il y a très longtemps qui m'avait bien plu. Un enregistrement de Chris Watson, qui était un des membres du groupe anglais qui s'appelait Cabaret Voltaire. Alors Chris Watson, après ce groupe de punk, un peu noise, électro, il est parti dans l'électroacoustique et surtout il a fait du field recording, c'est-à-dire qu'il allait dans la nature enregistrer des choses extrêmement étranges qui n'avaient pas été dévoilées au public. Par exemple, il s'était fait faire des micros pour enregistrer les galets sur des rivages, enregistrer les chocs des galets avec le ressac des vagues, ou enregistrer un zèbre mort en train de se décomposer, ou enregistrer, ce qui m'avait marqué, c'était un chimpanzé en train de dormir. Et là, quand j'ai écouté ce truc, je me suis dit, mais c'est incroyable, parce qu'il y avait des sonorités, des infrabasses, des choses très étonnantes dans le spectre sonore, là, et je me dis, là, il y a matière. Ça m'a donné l'idée de travailler sur l'hibernation d'un ours, alors qu'on va créer une métaphore d'un ours pour le voir et l'entendre. C'était ça que j'avais envie en tout cas d'être au plus près de l'ours, presque à l'intérieur de l'ours. Donc pour ça, j'ai réalisé une sculpture qui est une sorte ça peut ressembler à un donut de fourrure sur lequel on peut s'installer, être presque à l'intérieur de cet objet. Cet objet étant fait de mousse, etc. Et d'y intégrer des enceintes avec des caissons de basse assez puissants. Et pour faire résonner un ours en train d'hiberner, en train de ronfler en fait. On entend la respiration, on est dans les infrabasses, dans le très très grave, on est dans l'ours en fait. Donc voilà, crypto-acoustique, c'est ça. C'est des métaphores ou des objets sonores qui sont autant de sources et de diffusion de sons qui vont s'entrecroiser et résonner entre elles. Donc ça va de l'infiniment petit à l'infiniment grand, puisqu'il va y avoir des résonances de planètes, etc. Qu'est-ce qui se passe là-dedans, comment on peut l'entendre nous. Donc là, il va falloir inventer les sons, parce qu'on ne peut pas les capturer ces sons-là. Ça me paraît compliqué.
c'est un travail sur l'imaginaire et de changement d'échelle. Parce que quand on écoute un son émis par une bactérie, par exemple, forcément on va se mettre à l'échelle de la bactérie pour être au même niveau sonore déjà. Donc ça fait des variations physiologiques qui me paraissent intéressantes. Après, je sais pas si ça va fonctionner ou pas, je ne sais pas. Mais je travaille pour s'approcher de ça, en tout cas. Je crois que ça va être assez compliqué, en tout cas de le faire à Bordeaux, je pense que ça se fera pas, parce que je ne vois pas où déjà, ni comment, mais il y a des pistes plutôt du côté de la Belgique, il y a quand même une ouverture un peu plus visible, enfin voilà, je sens que ça peut se passer de l'autre côté, plus au nord. La différence, c'est qu'il y a des gens qui s'intéressent et qui ont envie de faire des trucs dans des endroits... un peu atypique aussi. Dans des serres, par exemple. Il y a des serres à Bruxelles qui sont vraiment déjà magnifiques et qui peuvent accueillir des spectacles. Il y a des concerts qui sont là-bas. Il y a des... Voilà, donc il y a des possibilités. Donc pour anecdote, j'avais appelé... à Gradignan, à côté de Bordeaux, il y a une serre qui est assez belle, faite par Eiffel, enfin des plans d'Eiffel. Et donc j'ai appelé. Voilà, je me suis dit, tiens, on va téléphoner. Je tombé sur quelqu'un, je sais plus qui c'était, peu importe, à la culture, qui m'a dit que non, on n'a jamais rien fait dans cette serre parce que c'est vitré, évidemment, mais qu'on peut casser de l'extérieur et venir voler ce qu'il y a dedans. Point final à la discussion. Ça peut pas se faire. On n'a jamais rien fait dans cette serre qui est un monument là, très très beau, etc. Open, c'est à côté de la mairie, c'est dans un parc. Voilà, donc non, il n'y a jamais rien eu et il n'y aura jamais rien dans ce lieu qui est magnifique. Et il doit y avoir 3 pots de fleurs à l'intérieur en train de crever. C'est ça. C'est comme ça. Voilà, donc on oublie. On passe à autre chose, on va voir ailleurs. Là où il y a un peu d'intelligence peut-être, je ne sais pas, on verra. Merci à Bruno Lahonta, non-artiste râleur et ironique. Bruno Lahonta est aussi auteur-compositeur de toutes les musiques diffusées dans ce podcast. Un podcast natif réalisé par Sédition, sédition au pluriel.fr.